Bienvenue à Entre 15-30, des balados captivants créés par et pour la jeunesse franco-canadienne. Présentée par le Ré des Canada, cette série est dédiée à la mise en lumière des actions de 10 projets communautaires dans le cadre de 15-30 en action. Cette initiative est fièrement soutenue par Service Jeunesse Canada, un pilier dans l'encouragement et le soutien des projets jeunesse pan-canadiens. Bonjour et bienvenue tout le monde à un nouvel épisode du balado Entre 15-30 et aujourd'hui j'accueille Frédéric Mirindi, donc dernier épisode de cette belle saison. Donc Frédéric, je te laisse le temps de te présenter s'il te plaît. Bonjour à tout le monde, mon nom c'est Frédéric Mirindi, j'ai actuellement 30 ans, je travaille dans l'entrepreneuriat à Winnipeg, mais aussi je suis tuteur de la langue française et par après je fais comme travail enseignant je suis dans l'industrie des assurances, donc je suis spécialiste dans l'évaluation des cas des sinistres. Alors, moi, je viens principalement de la RDC, la République démocratique du Congo. Oui. J'ai immigré au Canada en avril 2022. Anthony, voici en gros qui je suis. Mais s'il y a des amples questions sur ma personnalité, je n'hésiterai pas à en donner plus. Parfait. Excellent, on va pouvoir développer un petit peu plus là-dessus pendant l'entrevue. Puis au niveau de ton projet social, est-ce que tu veux développer par rapport à ça? Bien sûr que oui. Dans le cadre de Rede Canada, principalement le programme 15-30 en action, je puis présenter un projet sur l'environnement au Manitoba. Le principal objectif de ce projet, c'est de permettre aux immigrants, bien sûr, de toute personne venant au Manitoba, de s'informer sur les aspects climatiques au Manitoba. Vous allez vous rendre compte que, en tant qu'immigrant, on fait face à un choc climatique parce que ce qu'on découvre ici au Manitoba, ce sont des hivers beaucoup plus glaciaux qui peuvent arriver jusqu'à moins 30 degrés. Et beaucoup plus en été, des étés assez chauds qui peuvent arriver en tout cas à 30 degrés. Donc, c'est cette variation climatique qui a fait à ce que je puisse présenter ce projet et l'implémenter au courant des mois passés avec les immigrants en termes des informations là-dessus, de leur former, de leur instruire, de leur donner des informations. Mais au-delà de ça, c'était aussi de leur faire part de tout ce qu'il y a comme changement climatique actuel dans le discours mondial. Comment est-ce qu'ils peuvent devenir acteurs du changement climatique dans leur aspect quotidien en termes de consommation de l'eau, en termes de plantation d'arbres, mais aussi en termes de gestion des déchets qu'ils peuvent trouver sur la voie publique. Voilà en gros. Et donc l'idée, c'était de faire des séances d'information, des séances de plantation d'arbres, des séances en tout cas, de ce qu'on va appeler de upcycling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dans un endroit et nous, avec les immigrants, nous ramassions des déchets et nous le faisons sous forme bénévole et nous le déposons dans des endroits spécifiques. Donc, l'idée, c'était vraiment de leur dire, vous pouvez être acteur de changement climatique dès que vous arrivez ici au Manitoba. Vous n'avez pas à attendre le pouvoir public de le faire, donc on peut agir déjà de la base. Et après, c'était vraiment de leur dire comment est-ce qu'ils doivent s'habiller pendant l'hiver. Hein, quand ils viennent ici, je donne ma propre expérience. Au Congo, c'est rare qu'il fait 15 degrés ou 16 degrés. Donc, lorsqu'on arrive ici, la façon de s'habiller change. Donc, il faut bien s'habiller pour, en tout cas, ne pas avoir froid, ne pas être malade pendant l'hiver. Et puis, donc, c'était ça l'idée. Ils ont appris, ils ont aimé. L'idée, c'était aussi de partager des brochures bilingues en français, en anglais, et quelquefois dans des langues locales, parce que ça aussi, nous l'avons fait, parce qu'il y a des gens qui viennent en tant que réfugiés au Manitoba et ils ne peuvent que parler une seule langue qui est, par exemple, je donne l'exemple de ma société et de la culture. Je viens de l'Est du Congo. Et donc, s'il y a des gens qui peuvent parler uniquement Swahili,
Il faut donc de ce brochure où il faut leur donner ces aspects linguistiques en swahili. Donc, c'était ça un peu l'idée de départ. Nous avons fait ce projet, il y a eu des succès, il y a eu des bénéficiaires là-dessus. Les résultats attendus ont été atteints, ils ont été formés. Et aujourd'hui, nous avons des retombées parce qu'il y a des retours. Il y a des retours de ce bénéficiaire qui nous disent il faut plus de formation parce que c'est un projet, non pas de court terme, mais c'est un projet perpétuel parce qu'il y a toujours des immigrants. Donc, nous travaillons avec des agences d'immigration, notamment le CEDEM, l'accueil francophone dont nous envisageons aussi contacter parce que ce n'est que sur cette voie que nous pouvons être en contact avec les nouveaux arrivants qui arrivent ici à Winnipeg. Donc, l'idée, c'est être aussi cette pièce maîtresse dans l'intégration communautaire au Manitoba. Et donc, c'est un peu ça. Oui. C'est un peu ça, Anthony. S'il y a d'autres questions, je peux toujours vous en parler. Parfait. Oui, mais en fait, c'est ça, justement. J'avais une question pour faire suite à ce que tu m'as partagé. Ayant 30 ans, finalement, est-ce que tu as toujours eu cette flamme entrepreneuriale-là? Et si oui, en fait, pourquoi te lancer dans un projet qui est hyper social, qui a un impact social sur ta communauté et sur toutes les autres personnes qui t'entourent? Bien sûr. Ayant 30 ans, le premier volet, j'aime l'entrepreneuriat pour plusieurs aspects. Je me dis qu'on ne peut transformer notre société que sur base de l'entrepreneuriat. Par entrepreneuriat, je parle de l'innovation, de devenir vraiment acteur de la société, de changer, de penser, de donner des idées. D'une manière ou d'une autre, l'entrepreneuriat, aussi à l'âge de 30 ans, procure une certaine liberté d'esprit, liberté de penser, parce que lorsqu'on travaille dans une entreprise, on ne peut que faire ce qu'on a eu comme tâche assignée. Mais lorsqu'on est entrepreneur, on peut développer des idées, on peut parler et on peut essayer, on peut jouer. Et je me dis que ce n'est qu'à ça, que ça s'étage avec les essais-erreurs qu'on peut devenir ce changement de la société. Par entrepreneuriat social, l'aspect non lucratif derrière ça, c'est de se dire, on peut être d'abord financé par des organisations, bien sûr, mais aussi c'est de permettre à des immigrants d'être formés, d'être informés. Et quand ils arrivent, on peut bien faire payer ces formations. Mais vous allez vous rendre compte, Anthony, qu'ils n'ont pas un budget assez élevé. Donc, ce sont des personnes qui n'ont peut-être pas encore trouvé du travail, ou ce sont des personnes qui ont trouvé du travail, mais ils sont à l'heure de but. Alors, faire payer des formations, là, nous nous sommes dit, ça peut être difficile de le faire. Mais l'idée, c'est parce que vous allez vous rendre compte que c'est un projet qui peut aussi se faire sur non seulement de nouveaux arrivants, mais aussi sur des personnes déjà qui se sont installées sur plusieurs années. Et avec ça, nous pouvons rendre le produit lucratif, faire payer nos formations et des gens peuvent être intéressés. Voilà un peu si je peux répondre brièvement sur la question liée à l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que je me dis que on ne peut développer une société où on peut se développer que sur base de l'entrepreneuriat. Et l'aspect non lucratif, c'est principalement cette contrainte de nos bénéficiaires qui ne sont que de simples immigrants. Certains n'ont pas du travail encore, certains se recherchent. Mais l'idée, c'est dans le long terme, envisager une audience beaucoup plus élevée avec des immigrants qui se sont installés sur plusieurs années et qui sont disposés à payer un certain frais de participation à nos formations. Parce que nous disons que la gestion de l'environnement, c'est quelque chose qui, dans le long terme, peut réduire des coûts sociétals très importants. Parce que quand on gère bien les déchets, ça crée une très belle ville, ça réduit des maladies dans la société, et donc ça réduit des frais médicaux. Et aussi, en termes gouvernementaux, c'est un moyen d'envisager une réduction de
des dépenses publiques en matière de gestion de l'environnement dans le long terme. Donc, c'est un projet qui peut être financé, qui peut être financièrement valable. Donc, ce n'est pas seulement dans le but lucratif, mais non lucratif, mais dans le long terme, nous pensons l'envisager de façon beaucoup plus lucrative, le projet. Oui, parce que de partir une entreprise, bien sûr, on veut tous gagner nos vies, faire de l'argent, mais c'est surtout d'avoir un aspect d'impact. Qu'est-ce qu'on veut redonner, comment on veut redonner à la société, puis comment on veut impacter les gens autour de nous, puis de se lancer avec un projet social dès le début. Mais déjà là, notre mission de vie est déjà bien établie, puis on sait qui on peut target pour aider finalement, assister. Donc, c'est très, très inspirant ton projet. Puis, j'avais justement une question par rapport à ça au niveau de tes ambitions, le développement de ton entreprise. Est-ce que tu as peut-être le but de faire des événements, de rendre ça un petit peu plus at large à plusieurs personnes ou tu veux vraiment garder ça plus petit avec des formations? Je pense que dans le court terme, nous pensons d'abord, en tout cas, renforcer nos formations, faire des petites formations, rencontrer des petites structures, parce que lorsque vous analysez la société manitobaine, elle est concentrée sur le communautarisme. Ça veut dire qu'il y a des églises qui se forment autour d'une seule citoyenneté, par exemple les églises des Nigérians, une communauté congolaise, donc, ou une communauté sénégalaise qui vit ici. Donc l'idée, c'est d'aller vers ces personnes, leur parler. Mais après, dans le long terme, c'est par exemple après 1 année, 2 ans, nous passons nous élargir. Nous passons faire ça un peu plus grand, former des gens, former les apprenants, introduire des parties prenantes, déjà qui se sont, parce qu'on va pas se taper la poitrine qu'on est le premier à faire, à être dans le domaine environnemental au Manitoba. Il y a d'autres organisations. Et pour cela, nous sommes déjà en contact avec certaines organisations Manitoba qui nous ont promis un soutien en termes de, ils vont nous donner par exemple comment on appelle, des paniers où les habitants peuvent mettre les déchets. Nous avons ça. Nous avons déjà cela avec une organisation ici au Manitoba. Mais bon, encore le problème, c'est la distribution de cela auprès des différents bénéficiaires. Ça mérite un certain soutien financier qu'on n'a pas parce que c'est un projet de court terme. Mais bon, on essaie de faire avec les moyens des bords. Mais l'idée, comme je vous l'ai dit, pour les rendre plus grands, nous avons des idées, nous avons des projets, mais bon, un soutien financier, s'il peut s'accompagner, ça peut faire en sorte que nous élargissions notre audience, notre demande. Très vrai. Très vrai. Puis j'avais une question aussi qui pourrait être intéressante pour notre audience. En fait, as-tu une anecdote ou justement un success story d'une personne qui a passé à travers tes formations, qui a vraiment bénéficié grandement de votre accompagnement finalement? Bien sûr. J'ai eu une famille qui vit ici à Winnipeg, qui est récemment venue ici. Et dans nos formations, ce que nous faisions, moi je leur disais, vous savez, à la maison, nous pouvons adopter une politique de gestion des déchets, par exemple. Et ce que nous pouvons faire, c'est d'avoir des poubelles, ça veut dire des paniers où on met des déchets, de différentes couleurs. On mettait des couleurs, donc le bleu, le rouge, et vous pouvez choisir le noir, par exemple, 3 poubelles. Et vous pouvez faire le tri de déchets à la maison. Au lieu de jeter tous les déchets au même endroit, vous pouvez les séparer, par exemple, les bouteilles dans une poubelle en rouge, les papiers dans une poubelle en bleu, et en poubelle noire, vous allez mettre la nourriture, les déchets liés à la nourriture. Et j'en ai parlé à une famille, et cette famille, en tout cas, a introduit cette politique à la maison. Et elle a nouvellement immigré au Manitoba, et ils le font, et ça leur permet de bien gérer les déchets à la maison. Ça, c'était vraiment un feedback très positif que j'ai reçu dans une famille. Et nous continuons toujours à faire le suivi, l'évaluation, le monitoring. À certains week-ends, nous allons près des familles pour leur demander est-ce que vous avez bénéficié de nos formations?
est-ce que vous pratiquez ce que nous avons fait dans nos formations, la gestion des déchets à la maison? Il ne faut pas attendre que le service public le fasse. Mais vous, déjà à la maison, vous pouvez introduire le politique. Donc, il y a un feedback positif que j'ai eu dans ce sens. C'est génial. Merci beaucoup pour ce partage-là. Puis je pense que ça va donner beaucoup de contexte pour les gens, justement, de la valeur ajoutée de vos services. J'aimerais justement comme faire un point par rapport à ça parce que on entend souvent des gens dire je veux faire le travail, je veux aider la société au niveau du climat, au niveau de l'environnement, que ce soit par la gestion du déchet, de moins utiliser ma voiture, faire des choix peut-être intelligents. Mais on regarde par exemple les grandes manufactures, les grandes industries, les grandes compagnies qui sont eux les principaux acteurs justement du changement quand c'est eux qui ont le pouvoir de changer, qui vont faire le plus gros impact. Et nous, on regarde ça dans nos autres de consommateurs individuels, puis on se dit, on va pas se rendre jusqu'au bout même si tout le monde le fait individuellement, on dirait que s'il n'y a pas de changement dans ces grosses entreprises-là, à petit niveau, c'est difficile justement de se rendre là. Donc, je ne sais pas si tu peux peut-être enchérir là-dessus, me dire, c'est quoi la valeur ajoutée de se dire, OK, moi, en tant que citoyen, voici pourquoi je le fais. Bien sûr, la valeur ajoutée, elle est énorme. Elle est énorme lorsqu'on devient consistant dans cela. La valeur ajoutée, comme je l'ai dit, elle touche plusieurs niveaux. Déjà, au niveau personnel, quand vous gérez très bien les déchets à la maison, ça c'est un exemple assez simple. Vous réduisez un certain nombre d'aspects. Le premier aspect, c'est la saleté dans la maison. Donc, il y a une très bonne propriété. Le deuxième aspect, c'est tout ce qu'il peut y avoir comme maladies qui peuvent se faire. Parce que lorsque vous jetez des déchets par-ci, par-là, vous pouvez contracter un certain nombre de maladies. Donc, ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect aussi, vous réduisez le coût de temps, donc le temps de tri de ces déchets du point de vue de la société, donc de ces sociétés publiques qui vont venir à la maison et les prendre. Donc, s'ils arrivent chez vous et qu'ils trouvent déjà que tout est bien disposé, tout est bien aménagé, d'une manière ou d'une autre, lorsque cela se multiplie sur 10, 30, 40 habitants, ça devient un aspect positif. Supposons maintenant que toute la ville le fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a non seulement une gestion du temps efficiente qui s'est faite du point de vue du pouvoir public, mais aussi du point de vue du budget qui peut être alloué au tri de déchets par le gouvernement. Donc, il y a une valeur ajoutée du point de vue des bénéficiaires, des habitants, mais aussi du point de vue de la société tout entière. Bien, merci beaucoup pour ta réponse. Puis pour parler justement de ton projet un petit peu plus concrètement, est-ce que tu peux me présenter ton plus gros challenge ou ta plus grosse difficulté que tu as rencontrée en démarrant ton projet? Bon, je dirais que le plus gros challenge, c'est encore un aspect climatique. Vous allez vous rendre compte que c'est un projet que nous avons commencé vers le mois de novembre. Il faisait très froid. Il faisait vraiment froid et ce n'est pas toujours évident d'avoir tous les participants. Vous allez vous rendre compte que ce sont des participants qui n'ont pas souvent des autos personnelles. Donc, ils doivent prendre une voiture publique. Et ce n'était pas facile. On avait des moyens de bord, mais il faut payer souvent leur transport. Certains vous disent, bon, s'il faut que je vienne à 30 ou à 40 minutes du lieu de réunion, il me faut quand même un moyen de me déplacer. C'est vrai. Donc, ça, c'était le plus grand challenge. Beaucoup plus le froid qui était là. Il faisait tellement froid. Nos rencontres, souvent, se faisaient pas au moment indiqué. Donc, c'était plus ça le problème de formation qu'on avait. Trouver des locaux qui sont proches auprès des apprenants, ça, c'était des challenges. Mais on trouvait toujours une solution, mais je dirais que ça, c'était le plus grand challenge que j'avais. Parce que l'entrepreneuriat, c'est rempli de ce genre de challenge-là qu'on pense pas. En fait, pas qu'on pense pas, mais qu'on s'y attend plus ou moins. Puis quand on est confronté à ça, c'est de trouver des solutions. Puis je pense que c'est la beauté, justement, de se lancer en affaires. Donc, oui, ça a été un challenge, mais finalement, tu as pu trouver des solutions. Puis c'est ce qui est bien, c'est ce qu'on veut présenter à notre audience. Puis faire un peu le revers de la médaille, ton moment le plus gratifiant
que tu as vécu en démarrant ton projet? Bon, le moment le plus gratifiant, je dirais, c'est le mot merci qu'on trouve toujours à la fin d'une formation. Et que lorsque vous formez une personne et qu'il s'est dit, Frédéric, ça, je ne savais pas, mais là, maintenant, je le sais. Je vous remercie pour ça. Je dirais, c'est ce merci que j'avais auprès de mes apprenants, cette satisfaction qu'ils avaient dans tout ce que je leur donnais comme formation. Ça, c'était le plus grand moment. Mais ça serait ingrat de ne pas remercier RD Canada, le CDM, leur accompagnement que j'ai eu, de l'équipe. C'était une équipe assez géniale. Joël Lemoine, qui était toujours là et qui m'appelait et qui me disait, Frédéric, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à venir me voir. Nous avions eu des rencontres. Donc, j'ai eu un soutien énorme, énorme. Ce projet ne pouvait jamais se réaliser sans le RD Canada, que je remercie, mais aussi le CDM qui m'a vraiment accompagné. Et il y a Lolita qui était loin de moi, mais qui m'appelait et qui me disait, Frédéric, où est-ce que vous en êtes? Lolita travaille, je pense, avec branche RD Canada, mais du côté Colombie-Britannique. Oui. Donc, elle m'a appelé, elle m'a donné du soutien. Je dirais que ça, ce sont des moments aussi assez gratifiants que j'ai eus et qui resteront gravés dans mon cœur. C'est vraiment intéressant. Justement, si tu veux peut-être développer un peu plus par rapport à ça, au niveau de l'implication du RD, donc comment est-ce qu'ils t'ont aidé au niveau des outils, des formations, des gens qui t'ont accompagné dans ton démarrage. Donc, est-ce que ça te tenterait juste de me parler un petit peu de ça? Avec RD Canada, nous avons d'abord commencé, avant Action 1530, j'ai eu l'honneur et le privilège de participer dans une compétition organisé ici au Manitoba avec des jeunes entrepreneurs. Et ça, c'était le premier contact avec RD Canada. Je me souviens, je pense, de Doumbouya qui était présentateur. Il y avait Adèle qui était là. On a discuté. Et donc, j'ai beaucoup apprécié cela. Et après, j'ai fait cette demande. Je dirais que le budget arrive dès que vous êtes accepté, on vous aide financièrement. Mais après cela, le plus important, c'est cette formation en entrepreneuriat social avec École Entrepreneur du Québec, où vous avez des formations du point de vue hebdomadaire avec Yini et toute son équipe. Et on vous forme au quotidien sur le plan financier, sur le plan de la gestion des parties prenantes, sur le plan de la gestion marketing. En tout cas, une formation où on vous donne tous les outils sur l'entrepreneuriat social du marché. Et que donc, après cela, vous avez une grande équipe aussi du CDM qui est là, qui vous accompagne au quotidien. Lorsque vous avez besoin des conseils, il y a une personne qui est là à votre écoute et qui vous oriente. Non seulement des conseils, mais si vous avez besoin d'être en contact avec les parties prenantes au Manitoba, moi, je l'ai eu. On a travaillé beaucoup avec Joël Lemoine et il m'a lancé sur un projet avec une entreprise locale que je compte contacter et continuer toujours le développement, les réseautages avec eux. Donc, en tout cas, c'est toute une équipe. Vous avez des formations, on vous forme sur l'entrepreneuriat social et ça, c'est le plus important aussi. Et après, vous avez ce soutien financier encore à la fin où les dépenses que vous engagez sont entièrement couvertes par RD Canada. Comment est-ce que tu espères inspirer les gens autour de toi? Que ce soit peut-être les membres de ta famille, tes amis. Donc, ça ressemble à quoi un peu ta mission par rapport à ça? Bon, moi, j'ai toujours inspiré mes amis ou mes membres de la famille en leur disant que nous pouvons, nous, en tant que jeunes, transformer notre société que par l'entrepreneuriat. Et quand je dis entrepreneuriat, c'est développer des idées. Et on n'a pas besoin de $1 million pour commencer l'entrepreneuriat. L'exemple, c'est Action 1530, où vous avez un financement de départ et on vous donne cet aspect de vous lancer déjà dans l'entrepreneuriat. Donc, ma source d'inspiration, c'est de leur dire, voilà, nous avons des travaux de 9, comme disent les anglophones, comment ils disent, 9-17 heures, mais après, il faut penser à s'autonomiser.
Ouais. Oui, 9 to 5. Parce que la plus grande richesse qu'on a sur Terre, c'est la liberté. Lorsqu'on Oui. on a cette liberté du temps, cette liberté de réfléchir, on a tout. Et on ne peut le faire que par l'entrepreneuriat. Et c'est par l'entrepreneuriat aussi qu'on peut devenir financièrement bien nanti et on peut servir notre société. On peut être acteur du changement. Voilà, ce sont ces aspirations que je donne toujours aux personnes et de leur dire, il ne faut pas baisser les bras. Au début, c'est difficile. Tout début n'est pas facile. Mais à la fin, on a toujours une voie où on peut, on va se développer. On va se développer, on va grandir. Et on n'a pas besoin toujours de chercher un financement à côté au début. On peut toujours commencer avec ses propres financements, ses idées. Et après, chercher des personnes avec qui s'associer pour continuer le projet. Puis justement, pour faire un saut sur ce que tu viens de me dire à la fin, de s'associer pour faire croître le projet, est-ce que c'est dans tes ambitions d'aller rechercher peut-être un numéro 2 pour t'aider à développer l'entreprise à un autre niveau? Ou au contraire, tu es bien en ce moment à avoir tout le chapeau finalement? Non, non, pas vraiment. Je suis ouvert à tout le monde. Je suis ouvert à des parties prenantes, à des entrepreneurs. Je me souviens, c'était, je pense, hier où j'ai vu, il y avait un lancement d'offres comment envoyer pour faire la demande. Donc, il y avait une conférence qui sera organisée avec des entrepreneurs au Québec, toujours dans l'entreprise, je pense, de l'école. Il y a une école au Québec au mois de juin. Donc, pour moi, c'est le réseautage, mais aussi à d'autres personnes, travailler avec d'autres personnes, changer des idées. Pourquoi ne pas être en partenariat, diriger l'idée à 2, à 3, à 4. Je suis ouvert à tout et à toute personne qui peut apporter un plus. Donc, je ne suis pas dans mon propre coin et vouloir agir seul. Donc, je suis ouvert à tout le monde. J'avais une dernière question parce qu'on arrive déjà à la fin de l'entrevue. En fait, si tu avais un conseil à donner à un Frédéric qui est un peu plus jeune, peut-être qui a 16, 17, 18, 19 ans, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire en démarrage, que peut-être la flamme entrepreneuriale, mais qui a une peur aussi de se lancer? Moi, je dirais que c'est comme disent les Anglais, the sky is the limit. Il faut d'abord enlever cette peur et se dire, je peux le faire. Et je dois enlever tous les obstacles parce que le problème, c'est la société avec qui, les personnes qui nous entourent. Ils peuvent dire, vous n'êtes pas en mesure, mais il faut avoir confiance en soi, avoir confiance à tes idées et essayer. Ce n'est que par essayer qu'on peut voir jusqu'où on peut arriver. Donc, et souvent au début, ce n'est pas facile, mais il faut juste essayer, il faut commencer, il faut croire en soi-même. Et l'entrepreneuriat, c'est ça. Donc, quand on se lance, il faut se lancer, il faut croire en ses propres idées. Voilà ce que je peux conseiller à un Frédéric beaucoup plus jeune, c'est de commencer. Où est-ce qu'on peut te contacter pour collaborer avec toi, pour jaser avec toi? Où est-ce qu'on te contacte? Bon, on peut me contacter par email, par courriel, à Frédéric, à Mirindi Frédéric à commercial gmail.com. Donc ça, c'est mon courriel où on peut me contacter facilement. Et avec ça, on peut déjà commencer nos contacts. Et ça, c'est vraiment le contact principal. Mais je suis aussi joignable s'il y a des... Parce que je travaille souvent avec les CDM, Loïc Joël et moi, on est là. Je leur fais toujours confiance, donc ils peuvent toujours me contacter. Ils ont tous mes coordonnées. Voilà, c'est ce que je peux dire en termes de contact. Mais c'est un site où nous construisons un site web. Et avec ce site web, nous aurons tous les contacts de l'entreprise. C'est un projet de court terme que nous pensons faire. Je ne sais pas si je peux donner un mot de la fin à bien sûr. Une salutation à toute ma famille qui est loin de moi. Certaines personnes sont loin de moi. Notamment à mes frères, à mes sœurs, Patrick, Patricia, Bovic, Patrice, mon frère Eric avec qui nous discutons toujours et ma petite sœur Modestine et mes nièces qui sont là aussi un peu par-ci par-là. Certains sont au Canada, d'autres sont en Afrique toujours. Donc je leur dis merci pour leur soutien.
Donc, c'est avec leur soutien qu'on réalise tout ce qu'on fait comme projet. Ils sont toujours là à nos côtés. Voilà, je voulais juste glisser ce petit mot-là parce que d'une manière ou d'une autre, ils participent à notre réussite dans tout ce que nous faisons. Excellent. Écoute, Frédéric, merci beaucoup pour ton passage au podcast. C'était très apprécié. J'ai adoré ma discussion avec toi aujourd'hui. Merci, Anthony. Au revoir. Au revoir.